Cyril, Malka, Sang, Ivan. Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend un petit peu du moment où vous allez voir ce webinaire ou écouter ce podcast. Aujourd'hui, le but du webinaire, le sujet du webinaire, c'est un sujet qu'on m'a demandé maintenant il y a un certain temps quand même. Et ça, c'est le sujet donc sur la boulimie. C'est une question qu'on m'a posée, c'est qu'un auditeur qui m'a demandé de faire un webinaire là-dessus, mais ça doit bien faire 1 an que j'ai eu le mail et je n'ai pas eu le temps et la possibilité de le faire avant maintenant. Donc, ça y est, c'est fait. Alors, avant tout, il va nous falloir définir un petit peu ce qu'est la boulimie. Alors, il y a une définition qui est une définition officielle et c'est généralement donc une personne qui se nourrit de façon rapide et incontrôlable par période et elle peut s'arrêter lorsqu'elle est interrompue par une autre personne ou lorsque l'estomac fait mal, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de totalement obsessionnel qui est totalement incontrôlable. Et puis, c'est généralement suivi de vomissements qui sont auto-induits ou d'autres formes de purge. La purge, ça peut être des laxatifs, ça peut être aussi une période où on ne mange plus, donc ça peut être aussi des périodes où on fait de l'exercice à outrance ou des périodes de sauna, par exemple, où on sue beaucoup pour faire sortir beaucoup d'eau. Ah, bonsoir, Sadir. Euh, donc, c'est un petit peu toutes les différentes méthodes parce que généralement, on pense plus facilement et plus fréquemment au vomissement, mais il y a plein d'autres méthodes qui sont utilisées. Et ce cycle, donc de manger à outrance et puis de se vider d'une façon ou d'une autre, il peut être répété, ça peut être plusieurs fois par semaine, ça peut être plusieurs fois par mois, ça peut même être plusieurs fois par jour dans les cas un petit peu extrêmes. Ça peut aussi venir en période, donc il peut y avoir des périodes plus calmes et des périodes plus actives. En gros, c'est ça. Les statistiques nous disent que cela touche entre 1 et 1,5% de femmes et que ça touche également les hommes, mais à une proportion beaucoup moindre parce que le rapport homme-femme dans les statistiques est de 1 sur 10. C'est-à-dire que quand il y a 10 femmes qui souffrent de boulimie, il y aura un homme qui souffrira du même mal. Donc c'est vraiment un tout petit pourcentage des hommes, mais ça existe et on peut en trouver régulièrement. Alors, c'est bien joli tout ça parce que dans la définition, c'est relativement simple, la définition de la boulimie. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes font ce genre de choses? La plupart de femmes, donc la plupart du temps, je dirais elles par rapport aux boulimiques, parce que ça touche quand même plus de femmes que d'hommes. Mais donc souvenez-vous que ça peut toucher les deux. Alors les causes, en fin de compte, il y a 2 grandes causes principales à ce comportement. Première des causes, et en fin de compte, le plus souvent la cause principale, ce sont des causes biologiques. Entre 30 et 80%, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, enfin bref. Entre 30 et 80% des cas ont des causes, on trouve des causes biologiques. Et sans ça, la deuxième grande partie, c'est donc des causes sociales pour la plupart. On va les prendre l'une après l'autre pour bien les mettre en système. Alors, les causes biologiques, il y a plusieurs points. Le premier des points, ça va être une prédisposition, excusez-moi, j'ai la fourche qui langue, une prédisposition génétique.
cela suit tout simplement certaines familles. On peut voir que cela suit certains groupes de familles et qu'il y a de toute évidence une prédisposition génétique dont on va voir quelques détails d'ici peu, qui donc entraîne que certaines personnes auront une plus grande tendance à souffrir de boulimie que d'autres. Il y a, entre autres, comme on a pu le constater, un trop haut niveau de certaines hormones chez certaines personnes. C'est entre autres la sérotonine dont on parle ici. En ce moment, il y a des études qui sont faites pour ce que l'on appelle le BDNF. C'est en fin de compte une protéine qui est le facteur neurotropique dérivé du cerveau. BDNF, c'est en fin de compte Brain Derived Neurotropic Factor. Et pour l'instant, c'est toujours en recherche, mais on pense qu'une certaine une prédisposition et une certaine influence de cette fameuse protéine pourrait influencer le comportement boulimique. Ensuite, il y a des hormones sexuelles qui entrent en ligne de compte. On a par exemple dans les cas de ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Alors, l'hyperandrogénie, c'est une variation du développement humain, donc chez les femmes, qui se manifeste par des taux très élevés d'hormones mâles, ce qui fait que ces femmes vont avoir des symptômes du genre de l'acné, ce qu'on appelle aussi la séborrhée, c'est une espèce d'inflammation de la peau, des pertes de cheveux. Elles vont avoir une augmentation de pilosité sur le corps, sur le visage. Elles vont avoir des règles qui vont être peu fréquentes ou qui vont être totalement absentes d'ailleurs. Donc, les femmes qui souffrent d'hyperandrogénie ont également en grande partie souffrent de boulimie. C'est quelque chose qui suit apparemment ces hormones sexuelles. Le syndrome de Stein-Leventhal, ça y ressemble beaucoup. C'est aussi ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Pour l'instant, c'est très mal connu et il y a plusieurs effets où on peut aussi constater un déséquilibre hormonal, des cycles menstruels irréguliers, etc. Mais tous les symptômes ne sont pas toujours présents, ce qui fait que c'est quelque chose qui peut être très difficile à diagnostiquer. Donc, point de vue différentes hormones dans le cerveau, différentes protéines, on sait que cela a en fin de compte une grande influence. Ça a son importance parce que cela veut dire que des fois, par certains traitements hormonaux, on peut en fin de compte avoir une influence et influencer la boulimie. L'autre grande partie, c'est donc les causes sociales de la boulimie. Alors les causes sociales, il va y avoir 3 grands groupes, si on veut dire ça comme ça. Le premier de ces grands groupes, c'est cette image d'un physique idéal qui est très véhiculée par les médias en ce moment. Il y a toujours eu une idéalisation, bien entendu, du corps qui a changé au travers des décennies, qui a changé au travers du temps, mais les médias sont quand même beaucoup plus présents aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'ils ne l'étaient à l'époque de la Renaissance ou même dans les années 30, 40, 50 ou même les années 60. Les médias n'avaient pas autant d'importance et n'étaient pas aussi déterminants pour l'opinion que l'on a de soi-même. Donc, quand on a cette image physique qui est donc véhiculée constamment par les magazines, par surtout la télévision, cela, on le sait, a une influence importante, surtout pour les jeunes filles et surtout aussi pour les personnes qui ont un grand manque de confiance en elles et qui ont peut-être une tendance à être pas trop sûres d'elles. Cela, on le sait, a une très grande influence. On le sait parce qu'il y a eu une étude qui a été faite dans les années 90
à Nadroga, excusez-moi, c'est sur les îles Fidji. Et c'est une étude qui a été faite sur les jeunes filles qui avaient entre 15 et 18 ans. Et on a constaté qu'en 1995, il y avait 0% de ces jeunes filles, c'est-à-dire aucune, qui se purgeaient, comme on dit. Donc, par purge, on comprend ou le vomissement ou une autre façon d'essayer de brûler ses calories. Il y en avait 0%, aucune. C'était quelque chose de tout à fait inconnu. Et en 1995, ce qui s'est produit, c'était que la télévision est arrivée à Nadroga et sur les îles Fidji. Et donc, quelques semaines après que la télévision est arrivée, on a donc fait cette étude. En 1998, donc 3 ans après l'introduction de la télévision sur cette île, eh ben, on a constaté qu'elle veut maintenant, je parle en danois, pourquoi pas, 11,3% de ces jeunes filles se purgeaient. Donc, on avait une augmentation énorme quand on parle de 0 à plus de 10%, à plus de 11%, de jeunes filles qui avaient tout simplement commencé à se purger. On n'a pas les chiffres pour les garçons parce qu'à cette époque, on n'étudiait pas trop le phénomène chez les garçons, mais de toute évidence, les médias, l'image qui est véhiculée par la télévision et par d'autres médias, Internet, Facebook et tout ce que vous voulez, ça a une très grande influence, surtout justement sur les âmes un peu sensibles. Ensuite, on a une idéalisation de la minceur. On peut voir que même les poupées Barbie n'ont plus la même allure aujourd'hui qu'elles ne l'avaient dans les années 60. On a vraiment une espèce d'idéalisation de mannequins qui sont extrêmement maigres, qui sont souffreteux même à la limite. On peut voir les photos, les images qui sont photoshopées de façon à changer la forme du corps, de façon à ce que les personnes soient épaisses comme un papier cigarette. Donc il y a cette espèce d'idéalisation qui fait que beaucoup de jeunes filles qui ont un poids normal et qui ont une allure tout à fait normale, saine et en bonne santé, et ben tout d'un coup se sentent malades, presque se sentent mal dans leur peau. Et encore une fois, pour peu qu'elles aient un petit manque de confiance en elles, et ben c'est bon, quoi. Ça va leur donner un coup. Enfin, on a remarqué que beaucoup de jeunes filles qui ont souffert d'abus sexuels pendant leurs jeunes années ont cette tendance aussi à la boulimie, tout simplement comme une espèce de rejet de leur corps, rejet de certaines choses, et elles le vivent très mal. Donc ces trois grandes parties sont donc les causes sociales de la boulimie, et ceci mis avec les causes biologiques et certains autres principes psychologiques comme la tendance à la dépression par exemple ou autres, comme on va le voir d'ici quelques temps, sont donc la cause, sont donc à la base de la plupart des problèmes de boulimie. En plus de donc problèmes boulimiques, cela nous mène également, la boulimie nous mène également à des problèmes, il y a des problèmes parallèles à la boulimie. On a remarqué que les personnes qui ont un souci de boulimie ont souvent aussi également des tendances à la dépression et aux angoisses, dépression et ou angoisse, dira-t-on. La mauvaise estime de soi, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit plusieurs fois, dira-t-on, ça vous porte à une fragilité à la boulimie, tout comme la dépression et l'angoisse est une fragilité et une position qui fait qu'on a plus de risques de tomber dans la boulimie. Les personnes qui ont une tendance à la dépendance, quelle qu'elle soit, vont également être en danger ou personnes à risque, si on veut dire ça comme ça, pour la boulimie. On peut aussi remarquer que les jeunes qui ont une tendance à l'automutilation peuvent également avoir une tendance à la boulimie. Et enfin, les tentatives de suicide
sont également plus élevés chez les personnes boulimiques que chez les autres qui ne sont pas boulimiques. Le nombre de suicides entre les personnes qui souffrent de boulimie est aux environs de 7,5 fois plus élevé que dans la population en général. Donc on touche presque 10%. Ça fait quand même pas mal de gens. La différence entre la boulimie et l'anorexie, si on veut dire ça comme ça, est que l'anorexie en elle-même est dangereuse et peut mener à la mort tout simplement parce que l'organisme ne peut pas survivre. Alors que la boulimie, c'est dangereux également, mais c'est d'une autre façon et c'est plus psychologique, si on veut dire c'est comme ça. C'est plus le risque de suicide ou de mutilation ou d'autres soucis, bien entendu, qui peuvent aussi arriver, mais ce n'est pas aussi fatal, si on veut dire ça comme ça, que l'anorexie. Alors si quelqu'un est boulimique, qu'est-ce qu'on peut y faire à ça? Alors, la première des choses, c'est qu'on peut utiliser différents médicaments. Il y a plusieurs médications que l'on peut prendre, mais on s'est rendu compte que cette médication, ça peut améliorer certains symptômes, ça peut aider à l'amélioration, mais la médication seule n'est pas suffisante. On ne peut pas guérir la boulimie juste en prenant un médicament. Ça ne se passe pas comme ça. Généralement, ce qui a donné les meilleurs résultats, ça a été une psychothérapie. Et de toutes les différentes formes de psychothérapie qui ont été utilisées, les meilleurs résultats ont, encore une fois, j'allais presque dire, sont ceux qui sont obtenus avec la psychothérapie cognitive et comportementale. Dans ce genre de thérapie, on apprend aux clients ou aux patients à travailler les pensées automatiques que l'on a. Et on fait des expériments ou des expériences comportementales en mangeant, par exemple, en session, en mangeant des nourritures interdites, entre guillemets. On fait tout un système où on fait un enregistrement, si on veut dire ça comme ça, où on écrit les périodes où il mange, les périodes où il se purge, et on essaye d'identifier les fluctuations émotionnelles qu'il y a à ces moments-là. Et comme ça, on peut de petit à petit travailler comportementalement et de la façon dont les gens pensent et la façon dont les gens voient le monde. De cette façon, en travaillant avec ça, on peut mettre un système en route qui fait que la plupart, enfin beaucoup d'entre eux, guérissent de la boulimie. D'après les recherches, entre 40 et 60% des personnes qui suivent une psychothérapie cognitive et comportementale est très aidée par ça. Autre méthode, il peut y avoir certaines méthodes alternatives, je ne les connais pas toutes bien entendu, mais bon, du fait où je l'utilise moi-même, celle-là je la connais bien et je connais les résultats. On sait que l'hypnothérapie comme méthode non traditionnelle aide beaucoup et change beaucoup de choses, ou bien en faisant des séances d'hypnose basées sur la façon de contrer la boulimie, ou alors en l'utilisant comme un soutien en psychothérapie cognitive et comportementale. Donc, il y a des méthodes et il y a des possibilités pour s'en sortir. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement bloqué. Première des choses importantes pour pouvoir s'en sortir, c'est de vouloir, bien entendu, s'en sortir, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que pour certains boulimiques, en fin de compte, ils ont du mal à vouloir vraiment se sortir de cette situation. Donc, tant qu'ils ne prennent pas la décision eux-mêmes en se disant, bon, bah, maintenant ça est, c'est fini, je veux en finir avec ça, je déconseillerais une thérapie. Attendez d'arriver au moment où vraiment le client ou la personne en question vraiment veut changer ça et veut s'y mettre pour agir. Parce que si on entame une thérapie au moment où la personne n'est pas vraiment motivée, n'a pas vraiment envie, etc., il y a de fortes chances pour que ça rate.
et une fois que c'est raté, après, c'est difficile de reprendre une thérapie parce qu'on n'est plus motivé de la même façon. De toute façon, on peut plus se motiver de la même façon. Mais en général, en thérapie, les changements arrivent très très rapidement. Et quand on peut voir que le changement arrive rapidement, on peut se dire bon bah c'est bon, ça va être quelque chose qui va tenir. Alors ça peut aussi fonctionner plus longtemps, hein, c'est pas parce que c'est nécessaire d'aller rapidement, mais généralement, et c'est assez impressionnant, déjà après la deuxième ou troisième séance, on est déjà en bonne voie. Et si on est en bonne voie, généralement ça tient la route et ça tient bon. Maintenant, l'un des soucis majeurs qu'il y a avec la boulimie, c'est que si ça arrive à quelqu'un de votre entourage, eh ben, c'est pas toujours évident. C'est pas comme l'anorexie où on peut voir que la personne maigrit à faire peur, parce que la plupart des boulimiques ont un poids tout à fait normal, peuvent être peut-être un petit peu même en surpoids, mais elles ne sont pas spécialement, enfin, c'est pas quelque chose que l'on peut voir sur, comme ça, si on n'y pense pas. Maintenant, si une personne de votre entourage, votre enfant ou votre conjoint ou conjointe, tout ce que vous voulez, euh, souffre de boulimie, ça va pas être évident, surtout que c'est quelque chose qu'il cache généralement. Et donc, il y a certains signes qui peuvent vous indiquer que peut-être là, il y a un problème et qu'il serait peut-être temps de lui en parler pour éventuellement entamer une forme de traitement. Alors, les signes principaux, je les ai divisés en deux parties. Il va y avoir les signes émotionnels et comportementaux et les signes physiques. Alors, les signes émotionnels et comportementaux peuvent également être physiques parce que après un certain comportement, on va avoir certains signes physiques. Donc, ça peut vous paraître bizarre que dans certains cas, je vais nommer des signes physiques dans les signes émotionnels et comportementaux. Euh, il peut y avoir une perte de poids, mais ça va surtout être quelque chose qui va aller beaucoup en zigzag, où il va y avoir une perte de poids, reprise de poids, perte de poids, reprise de poids. Et ça va être une personne qui va faire beaucoup de régimes, qui va vraiment le fait, mais pas un régime parce que, comme beaucoup de personnes qui veulent faire un régime et puis qui regrossissent après, mais ça va être plutôt une perte de poids en régime où on va dire en fin de compte, il n'y a pas vraiment besoin d'un régime. Et surtout, il va y avoir cette espèce de contrôle, le contrôle des aliments. Ça va vraiment devenir une occupation majeure de vraiment contrôler tous les éléments et tous les aliments. Et là, on peut se dire, tiens, ça c'est quand même un petit peu excessif. C'est pas seulement parce que la personne suit un régime, mais c'est vraiment une espèce de contrôle presque, oui, extrémiste par rapport aux aliments. Il va y avoir une espèce de frénésie alimentaire. Euh, Ça va être, par exemple, on va pouvoir trouver dans la poubelle, par exemple, plein de papiers de gâteau ou plein de papiers de ceci, cela. On va dire, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a bouffé. Vraiment une espèce on va constater de certains signes qu'il y a eu vraiment un excès de nourriture, il y a vraiment eu une frénésie. Alors c'est pas parce que bon bah des fois, bien entendu, toute la famille fait des pop-corn et tout le monde mange des pop-corn, etc. Mais là, ça va vraiment être par période et ça va vraiment donner l'impression qu'il y a vraiment eu une très grande consommation de quelque chose ou d'un aliment spécial. Il va y avoir certaines preuves de comportement de purge, comme on l'appelle. C'est-à-dire que on va par exemple trouver des boîtes vides de laxatifs ou des boîtes vides de différents médicaments diurétiques ou enfin bref, apparemment il se passe quelque chose là point de vue physique qu'on utilise et qui n'est pas tout à fait normal. Ça va être une personne qui va sembler, alors de temps à autre, c'est pas toujours, parce que ça dépend un petit peu de comment le sujet se développe, et surtout que des fois ça peut venir par vague, donc on peut pas, c'est pas quelque chose nécessairement de constant, mais ne serait-ce que de temps à autre, on va avoir l'impression que c'est une personne qui semble très mal à l'aise de manger
avec des autres, avec les autres, de manger en public ou dans un restaurant. Un petit peu comme si elle n'est pas vraiment à son aise et quand elle va manger, ça va vraiment être des petits trucs, juste un petit peu, pas faire d'excès, etc. Ça peut paraître presque un peu bizarre. C'est une personne qui va développer des rituels alimentaires, quand manger certaines choses, quand ne pas manger certaines autres choses, et ça va être très psychorigide. Et ça risque de changer aussi. Ça va pas toujours être au même moment, et ça va pas toujours être les mêmes aliments. Donc, au repas, enfin, par exemple au déjeuner ou au dîner, ça va être une personne qui ou bien va sauter des repas, pas sauter le repas parce que ben, elle n'a pas le temps, parce qu'elle est au travail, parce que ceci, parce que cela, bien entendu. Mais ça va être quelque chose qui va plutôt être sauter des repas parce qu'elle ne veut pas manger, ou alors elle va prendre de petites portions de nourriture au moment où on doit manger. Et ça, c'est parce que elle va donc avoir sa frénésie alimentaire plus tard, en dehors des repas. On va pouvoir constater que cette personne, très souvent, après avoir mangé, si on peut dire ça normalement, va disparaître. Le plus souvent, elle va disparaître aux toilettes, justement pour se purger. Elle va suivre toute nouvelle pratique avec différents régimes alimentaires ou à la mode. Elle va vraiment sauter sur. Et encore une fois, on ne parle pas d'une personne qui est en surpoids et qui vraiment doit perdre du poids, non. Et puis donc qui essaye tous les différents régimes qui généralement ne font maigrir que le portefeuille. Mais on va dire c'est une personne qui va dire, bah, en fin de compte, elle n'a pas besoin de tous ces régimes. Et elle va donc suivre toutes ces nouvelles pratiques. Elle va devenir végane ou elle va devenir végétarienne, elle va devenir ceci, elle va devenir cela. Enfin bref, elle va vraiment sauter de l'un à l'autre constamment de façon très frénétique. Elle va pouvoir éventuellement voler ou accumuler de la nourriture qu'on va pouvoir trouver dans différents endroits. Ça va surtout être les jeunes filles, les teenagers. C'est plus rarement les adultes, même si ça peut arriver quand même. Elle va boire des quantités excessives d'eau ou de boissons non caloriques. Ça, c'est en fin de compte, c'est aussi pour se purger, après pour utiliser des diurétiques pour se purger, pour se faire suer au sauna. Encore une fois, la purge n'est pas nécessairement le vomissement, même si ça l'est la plupart du temps. Elle va utiliser des quantités excessives de produits pour se rincer la bouche, de menthe, de chewing-gum, etc., pour avoir une bonne haleine, parce que risque de sentir des odeurs de vomi ou bien de vomi sur elle ou l'endroit où il y a été. Donc généralement, elle va utiliser du parfum ou beaucoup de parfum ou des chewing-gums à la menthe. Là, j'ai Sandrine qui me dit, ben oui, je suis devenue végétarienne pour contrôler les aliments interdits, mais aussi pour des raisons éthiques, bien sûr. Oui, alors ça peut se discuter, mais l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Elle va très souvent cacher son corps avec des vêtements amples pour que l'on ne voit pas la forme de son corps. Généralement, les personnes boulimiques ont une tendance à se trouver trop grosses et donc elles se cachent souvent ou autant que possible, par période en tout cas, avec des vêtements amples. C'est également d'ailleurs puisque j'en ai parlé au début en disant que les personnes ayant subi des abus sexuels étant jeunes avaient souvent une tendance à la boulimie. Également le fait, les personnes qui ont subi ces abus sexuels, beaucoup d'entre elles justement ont un peu honte de leur corps et portent également des vêtements amples. Donc ce n'est pas nécessairement seulement un signe de boulimie. Elle va maintenir un régime d'exercice excessif et rigide. Alors, ce n'est pas tous les éléments qui font la boulimie, mais quand vous voyez certains de ces éléments, il y a peut-être lieu d'y être attentif et de voir si certains des autres éléments ne sont pas là et si on ne parle pas de boulimie.
certaines personnes c'est une façon de se purger où elles vont avoir ce régime d'exercice très excessif. Elles vont vraiment faire beaucoup d'exercices pendant très longtemps et ça va être très rigide. Ça va être quelque chose de presque d'extrémiste, j'allais dire. On peut voir chez certaines de ces personnes un gonflement inhabituel des joues ou de la mâchoire. Ça, c'est tout simplement un problème de glande qui peut mener à ce gonflement. Elle peut avoir des callosités sur le dos des mains et des articulations. C'est ce qu'on appelle les signes de Russell. Et c'est en fin de compte parce que quand la personne boulimique se fait vomir en se mettant les mains dans la bouche, les dents raclent sur les articulations et ça finit par faire en fin de compte de la peau dure et des coupures, etc. Donc, d'autres signes, parce que ça ne pouvait pas tenir sur une page. Donc, la personne va pouvoir créer des horaires ou des rituels, excusez-moi, pour prendre du temps pour ces séances de frénésie et ces séances de purge. Ça va presque être, dans certains cas, ça va presque être sur le calendrier, quoi. J'allais dire, ça va être planifié. On va avoir un certain rituel qui vont permettre en fin de compte de se sentir bien. Ça va faire partie d'un phénomène où il va y avoir la frénésie et la purge juste après, à certains moments qui font partie de ce rituel, qui font qu'on se sent mieux en fin de compte. Elle risque de se retirer des amis et des activités habituelles parce que justement, ces rituels risquent de prendre de plus en plus le dessus. Elle peut sembler gonflée parce que il y a de la rétention d'eau très souvent si elle ne fait pas beaucoup d'exercice par exemple. Et elle va se montrer très préoccupée par le poids et par la forme de son corps. On va voir qu'elle se vérifie fréquemment dans le miroir parce qu'elle voit certains défauts presque que seulement elle peut voir. Beaucoup d'entre nous ne les voyons pas comme défaut, mais pour elle, ça l'est. Et il y aura toujours des purges après une frénésie. Et ça, on pourra le constater. On pourra constater un niveau d'activité quotidien ou régulier. Donc, entre autres, comme je l'ai dit plus tôt, par exemple, ces visites aux toilettes ou à la salle de bain après avoir mangé relativement peu de temps après avoir mangé, et puis ou alors de l'exercice ou un sauna par exemple. Enfin bref, on va voir qu'il y a une purge relativement peu de temps après une frénésie quelconque. Et ça peut être une personne qui peut avoir des changements d'humeur relativement rapides, surtout si, presque comme un alcoolique, si on veut dire ça comme ça. Un alcoolique qui ne peut pas avoir son alcool au moment venu va pouvoir avoir des sautes d'humeur, va devenir plus un peu du genre panique. Et ben là, c'est également ce que l'on peut risquer d'avoir dans les cas où par exemple, si elle ne peut pas faire sa frénésie, sa purge, ou si elle ne peut pas faire sa purge après avoir mangé même ce que nous, on pourrait considérer comme normalement, eh ben, elle va avoir des sautes d'humeur parce qu'elle ne va pas se sentir bien, tout simplement. Il y a d'autres signes qui sont des signes physiques ou qui sont des signes qui sont plus physiques, et ça va être des fluctuations du poids. Alors, encore une fois, c'est pas parce que c'est une personne obèse ou en surpoids qui perd du poids et qui en reprend un peu, qui perd du poids, qui en reprend un peu, comme beaucoup d'entre nous, j'allais dire. Mais ça va être des fluctuations en dessous de son poids normal, au-dessus du poids normal, sous du poids normal, etc. Ça va être une fluctuation relativement régulière. Le poids corporel, généralement, pour la plupart des boulimiques, il va être dans la plage, en fin de compte, de ce qu'on peut appeler du poids normal. Encore une fois, à l'inverse des anorexiques qui vraiment sont extrêmement maigres, les boulimiques vont être dans la plage de poids tout à fait normal et peut-être un petit peu de surpoids, mais rien d'extrême, rien d'obèse, j'allais dire. Autre signe physique, ça va être des crampes d'estomac, des
différents troubles gastro-intestinaux qui ne sont pas spécialement spécifiques. Ça va être des reflux acides, ça va être de la constipation, ça va être différents troubles gastro-intestinaux. C'est une personne qui peut avoir du mal à se concentrer, il va y avoir de la difficulté à se concentrer. Si on fait des prises de sang, on va trouver des résultats de laboratoire anormaux. Il va y avoir de l'anémie, il va y avoir un faible taux de thyroïde, d'hormones, potassium, faible nombre de cellules sanguines, ou alors elles vont avoir un rythme cardiaque relativement lent. Bref, on va voir qu'il y a des résultats, enfin les résultats de laboratoire, ils sont pas top. Elle va être prise de vertige régulier. Ça peut aller jusqu'à l'évanouissement, jusqu'au syncope. Elle risque d'avoir froid tout le temps, tout simplement à cause d'un mauvais métabolisme. Elle peut avoir des problèmes de sommeil, des problèmes pour dormir. Alors ça peut aussi être en relation avec les différentes angoisses et dépressions que l'on peut avoir comme signe à côté des troubles de la boulimie. Et puis, elle peut avoir des problèmes dentaires, comme l'érosion de l'émail, des caries, des sensibilités dentaires. Tout cela vient pour la plupart justement de ces vomissements, de l'acide de ces vomissements qui tout simplement détruisent l'émail des dents, en fin de compte. Comme autre signe physique, parce qu'il y en a encore, on va avoir une peau sèche, des ongles secs qui sont cassants également. Il peut y avoir donc des gonflements autour de la zone des glandes salivaires. C'est aussi ce dont j'ai parlé à cette espèce de poche autour du visage. Des cheveux fins sur le corps. Il peut y avoir des cheveux clairsemés sur la tête. Ils peuvent être secs et cassants. Alors ça, c'est surtout si la raison principale de la boulimie est donc biologique, comme j'en ai parlé au début du webinaire. Il va y avoir une faiblesse musculaire. La peau peut paraître jaune de temps à autre, surtout si la personne mange beaucoup de carottes. C'est une nourriture qui est très appréciée des boulimiques. Et parce que il y a beaucoup de vitamines, etc. Donc il y a une tendance à manger beaucoup de carottes et ça peut donner la peau jaune. Il peut avoir des mains ou des pieds froids ou marbrés ou gonflés. Et pour beaucoup, il y aura des irrégularités menstruelles. Ça, c'est un signe généralement. Alors, si la personne prend bien entendu la pilule qui organise un petit peu tout ça, on ne les verra pas, mais ce n'est pas considéré comme des règles régulières, puisqu'elles sont induites par une hormone. Donc, si la personne ne prend pas de pilule ou d'autres médicaments hormonaux, il y aura des irrégularités, ou il y a des risques d'irrégularité menstruelle. Une mauvaise cicatrisation et une fonction immunitaire altérée. Donc ça va être les signes physiques qu'on aura également avec qui vont suivre ce souci. Oui, il y a Sadia qui me dit qu'enfin elle entend. Bah, c'est bien. Mais de toute façon, ce sera mis sur YouTube, donc pas de souci, Sadia. Enfin, il y a d'autres signes qui peuvent indiquer qu'il y a un problème psychologique qui peut avoir la boulimie comme un à côté ou comme une comorbidité, comme on dit. Et ces autres signes, ça va être donc l'automutilation, c'est-à-dire donc la tendance à vouloir se couper ou autre forme d'automutilation. Beaucoup de personnes bonne partie des personnes qui s'automutilent, il peut y avoir des tendances à l'anorexie ou à la boulimie. Les abus de substances également, car comme je l'ai dit plus tôt dans ce webinaire, il y a presque une espèce d'addiction au comportement boulimique, donc ça va être une personnalité qui peut avoir une tendance à l'abus de substances. Il va y avoir une certaine impulsivité,
C'est-à-dire que c'est une personne qui pourra des fois se mettre dans des situations désagréables, vol à l'étalage ou certaines autres choses qui peuvent être illégales. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la diaboulimie. Alors là, je suis pas trop sûr de l'effet de la façon dont on l'appelle en français, ça, c'est surtout en anglais. Et ça, ce sont les personnes qui sont diabétiques et qui peuvent tout simplement faire une auto-médication où ils prennent de l'insuline en excès. Et ça peut par exemple avoir des retombées, euh, des retombées fatales. Il ne faut pas trop déconner avec ça. Mais ça s'appelle la diaboulimie. Donc tout ça, ce sont les signes qui peuvent indiquer. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les signes, bien entendu, mais si vous voyez certains de ces signes, plusieurs de ces signes chez quelqu'un de votre entourage, cela peut vouloir dire que c'est une personne qui a une tendance boulimique ou qui est boulimique. Et dans ce cas-là, soyez attentifs. Et puis, si vous pouvez constater que c'est le cas, amenez le sujet doucement et puis essayez de voir si vous pouvez faire quelque chose, parce que des fois on peut changer certaines choses en parlant avec la personne qu'on aime. Mais si vous voyez que ça ne change pas grand-chose, il sera peut-être temps d'essayer de voir si vous pouvez suivre un programme quelconque pour l'aider à s'en sortir. Voilà, c'était tout sur ce sujet. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Alors, ce ne sera pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, je serai en vacances. Je prends une semaine de vacances. Et logiquement, je n'aurais pas dû faire ce webinaire aujourd'hui, mais la semaine dernière. Mais comme j'ai totalement bousillé mon planning, je n'ai pas pu le faire. Donc, ça a tout décalé. Et alors, c'est dommage. Donc, je vous dis d'ici 3 semaines pour un prochain webinaire. Si vous avez envie que je que je parle d'un sujet bien précis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse email cyril@malka.fr. Et sinon, je vous vois d'ici 3 semaines pour un prochain webinaire. Au revoir. Cyril Malka, sans divan.